Théodore Herzl, L'état des Juifs, partie générale. Qui pourrait nier la détresse des Juifs ? Partout où ils vivent en nombre substantiel, ils sont plus ou moins persécutés. Dans la pratique, l'égalité des droits ne joue pas pour eux, même lorsque celle-ci a été légalement proclamée. Ils sont exclus des positions intermédiaires, dans l'armée, dans la fonction publique ou privée. On essaie même de les rejeter du commerce. N'achetez pas chez les Juifs. Les attaques sont de plus en plus nombreuses. Dans les parlements, les réunions publiques, la presse, dans les rues, en voyage, en témoigne l'exclusion de certains hôtels et même de certains lieux de distraction. Les persécutions peuvent prendre des différentes formes, selon les pays et les milieux sociaux. En Russie, on rançonne les villages juifs. En Roumanie, on tue çà et là quelques personnes. En Allemagne, occasionnellement, on les roue de coups. En Autriche, les antisémites terrorisent la vie publique. En Algérie, apparaissent des prédicateurs ambulants qui excitent l'opinion contre eux. À Paris, la prétendue bonne société les exclut et les cercles ne les admettent pas. Les nuances sont infinies. D'ailleurs, il n'est pas question de dresser un tableau miséreux de toutes les récriminations juives. Il ne m'est pas possible de m'en tenir à tous les détails, si douloureux soient-ils. Je n'ai nullement l'intention d'attendrir l'opinion publique en notre faveur. Cela ne servirait à rien et serait indigne. Je me contente de demander aux Juifs s'il est exact que dans les pays où nous habitons en nombre, la situation des Juifs, avocats, médecins, techniciens, professeurs et employés de toutes sortes, devient de plus en plus insupportable. Est-il exact que toutes les passions du peuple sont excitées contre nos riches ? Est-il exact que nos pauvres vivent plus durement que tout autre prolétariat ? Je crois bien que l'oppression est générale. Chez les Juifs les plus riches, elle crée un malaise. Dans les classes moyennes, c'est une sensation d'étouffement. Dans les couches les plus pauvres, c'est le pur désespoir. Un fait est clair, partout, on entend le même air. Qui peut se résumer dans la formule berlinoise classique ? Les Juifs, à la porte. Si je devais maintenant résumer la question juive de la manière la plus concise, nous faut-il déjà prendre la porte ? Pour aller où ? Ou bien, pouvons-nous encore rester ? Combien de temps encore ? Et d'abord, je m'occuperai de la question de savoir si nous pouvons encore rester. Pouvons-nous croire en des temps meilleurs ? Prendre notre mal en patience ? Espérer que la miséricorde divine induira les princes et les peuples de la terre à nous traiter avec plus d'égard ? Ce que je dis, c'est que nous ne devons envisager aucun revirement du courant actuel. Pourquoi donc ? Les princes ne peuvent pas nous protéger, même si nous étions aussi proches de leur cœur que les autres citoyens. S'ils nous témoignaient trop de bienveillance, ils seraient eux-mêmes victimes de la haine dont souffrent les Juifs. Et cela même alors que trop de bienveillance serait toujours moins que ce à quoi a droit chaque citoyen ou chaque groupe. Les peuples chez lesquels les Juifs résident sont tous antisémites, sans exception aucune, que ce soit honteusement ou ouvertement. Le petit peuple n'a pas de compréhension historique et ne saurait en avoir. Il ne sait pas que les crimes du Moyen-Âge pèsent maintenant sur les peuples européens. Nous sommes devenus ce que les ghettos ont fait de nous. Nul doute que nous n'aurons acquis une certaine supériorité dans les affaires d'argent, puisqu'au Moyen-Âge, on nous y a cautionnés. Aujourd'hui, on nous y a cantonnés. Aujourd'hui, le même processus se répète. On nous pousse à nouveau vers les métiers de l'argent. Ils portent maintenant le nom de bourse, puisqu'on nous rejette de toutes les autres branches d'activité. Sommes-nous dans la bourse ? Voici une source nouvelle de mépris. Tout cela, alors que nous produisions sans fin des esprits d'intelligence moyenne qui ne trouvent pas de débouchés et qui deviennent donc un danger social au même titre que les fortunes croissantes. Les Juifs cultivés sans aucune fortune passent tous au socialisme. La lutte sociale devrait donc être livrée à nos dépens parce que nous nous trouvons aux postes les plus exposés,
aussi bien dans le camp capitaliste que dans le camp socialiste. Les moyens artificiels utilisés jusqu'à présent pour faire face à la détresse des Juifs ont été trop limités. C'est le cas des différentes colonisations. Soit erronés dans leur conception même. C'est le cas des tentatives de transformer les Juifs en paysans dans leur patrie actuelle. Qu'a-t-on fait lorsque l'on a transféré quelques milliers de Juifs vers une autre région ? Ils peuvent prospérer et ce sera une cause d'antisémitisme. Ils peuvent aussi complètement échouer. Je me suis déjà exprimé sur la question de la dérivation de Juifs pauvres vers d'autres pays. Celle-ci est insuffisante et sans doute inutile, à moins qu'elle ne produise des effets contraires à ceux que l'on rechercherait. La solution est alors simplement différée, transférée ailleurs ou même rendue plus difficile. Qui veut transformer les Juifs en paysans commet une étrange erreur. En effet, les paysans forment une catégorie historique particulière, et c'est ce que l'on reconnaît le mieux aux costumes traditionnels. Ces costumes, dans la plupart des pays, sont plusieurs fois centenaires, ainsi d'ailleurs que les outils utilisés. Ce sont les mêmes que ceux de leurs ancêtres. La charrue n'a pas changé. Les semailles se font en puisant dans le tablier. La moisson se fait avec la faux légendaire. Le blé est battu avec le fléau, et pourtant, il existe des machines qui peuvent tout faire. La question agraire n'est qu'un problème de machine. C'est pourquoi l'Amérique triomphera de l'Europe, tout comme la grande propriété foncière anéantira la petite. Le paysan est appelé à disparaître. Si l'on conserve le paysan artificiellement, c'est uniquement à cause des intérêts politiques qu'il doit servir. Vouloir faire des nouveaux paysans d'après l'ancienne formule est un projet aussi insensé qu'impossible à réaliser. Personne n'est assez riche ou assez puissant pour faire reculer la civilisation par force. Le maintien de situations dépassées constitue une tâche inouïe pour laquelle tous les moyens dont disposent les États autocratiques semblent à peine suffire. Imagine-t-on qu'un juif intelligent veuille devenir un paysan de l'ancien type ? C'est tout comme si l'on disait aux Juifs « Voici ton arbalète, pars en guerre ». Comment ? Une arbalète alors que les autres utilisent des fusils de petit calibre et les canons de croupe ? Les Juifs dont on veut faire des paysans ont donc parfaitement raison de refuser de bouger. L'arbalète est une belle arme, et lorsque j'en ai le temps, elle ne manque pas de susciter en moi des sentiments bucoliques, mais sa place est au musée. Il y a bien des régions où les Juifs en désespoir de cause vont au champ ou envisagent de le faire. Ne voit-on pas que ces endroits, l'enclave du Hesse ou certaines provinces russes, sont les principaux foyers de l'antisémitisme ? Ces réformateurs du monde qui tiennent à envoyer les Juifs au champ oublient quelqu'un de très important qui a lui aussi son mot à dire dans cette affaire. C'est le paysan. Le paysan a bien raison lui aussi. Ne souffre-t-il pas assez de la taxe foncière, des différents dangers qui menacent sa récolte, de la pression des grands propriétaires qui produisent moins cher et plus particulièrement de la concurrence américaine ? Les taxes sur le blé ne peuvent être augmentées indéfiniment. Il n'est pas possible non plus de laisser l'ouvrier mourir de faim. Il faut avoir davantage d'égards pour lui à mesure que croît son influence politique. Toutes ces difficultés sont bien connues, je ne fais que les évoquer rapidement. Ce que j'ai voulu montrer, c'est la vanité de toutes les tentatives de solutions envisagées jusqu'à présent, dans l'esprit généralement louable que l'on sait. Ni la dérivation, ni l'appauvrissement intellectuel forcé du niveau de notre prolétariat ne peuvent nous aider. Quant au remède miracle que constituerait l'assimilation, je l'ai déjà évoqué. Ainsi, l'antisémitisme ne peut être vaincu. Aussi longtemps que ces causes ne seront pas supprimées, il ne disparaîtra pas. Mais ces causes peuvent-elles être supprimées ? Je ne parle plus des causes sentimentales, des vieux préjugés ou de l'étroitesse d'esprit, mais des causes politiques et sociales. Notre antisémitisme contemporain ne doit pas être confondu avec l'ancienne haine anti-juive d'origine religieuse, même si, dans plusieurs pays, cette haine des juifs conserve sa coloration confessionnelle.
Le grand mouvement anti-juif contemporain est d'une nature différente. Dans les principaux pays de l'antisémitisme, celui-ci apparaît comme une conséquence de l'émancipation. Lorsque les peuples civilisés prirent conscience du caractère inhumain des lois d'exception qui nous frappaient et nous libérèrent, il était déjà trop tard. Il n'était plus possible de nous émanciper là où nous résidions. Dans le ghetto, nous étions devenus peu à peu un peuple de classe moyenne et dès lors nous apparaissions comme une concurrence redoutable pour ces mêmes classes moyennes. Brusquement, après l'émancipation, nous voici au cœur de la bourgeoisie et nous avons à supporter une double pression intérieure et extérieure. La bourgeoisie chrétienne n'aurait guère de scrupules à nous jeter en pâture au socialisme. À quoi cela pourrait-il servir ? Pourtant, il n'est pas possible d'annuler l'égalité juridique de juifs là où elle existe, non seulement parce que cela serait contraire à la conscience moderne, mais aussi parce que tous les juifs, pauvres et riches, se jetteraient dans les partis révolutionnaires. En fait, rien d'efficace ne pourrait être entrepris contre nous. Autrefois, on enlevait aux juifs leurs bijoux. Comment pourrait-on aujourd'hui saisir leurs biens mobiliers ? Ceux-ci figurent sur des papiers imprimés qui reposent quelque part, peut-être même dans des coffres-forts chrétiens. Bien entendu, il serait possible de frapper d'impôts les actions et les obligations des chemins de fer, des banques, des entreprises industrielles de toutes sortes. Là où l'impôt progressif sur le revenu existe, il serait possible de frapper tout le complexe que constitue la fortune mobilière. Mais toutes ces tentatives ne peuvent être dirigées exclusivement contre les Juifs. Voudrait-on aussi essayer malgré tout, une grave crise économique s'ensuivrait. Celle-ci ne s'arrêterait pas aux seuls Juifs que l'on visait. C'est précisément cette impossibilité d'atteindre les Juifs qui ne fait qu'aggraver et renforcer la haine. Dans la population, l'antisémitisme croît de jour en jour, d'heure en heure. Il ne cessera pas de croître car ses causes continuent d'exister et ne peuvent être écartées. La cause lointaine en est la disparition de la faculté d'assimilation intervenue au Moyen Âge. La cause proche, notre surproduction en intelligence moyenne, qui ne trouve de débouchés normaux ni vers le haut ni vers le bas. Vers le bas, nous sommes prolétarisés en révolutionnaires et fournissons ainsi les sous-officiers des partis révolutionnaires, alors qu'en même temps, vers le haut, notre pouvoir financier ne cesse de grandir. La pression qui s'exerce sur nous n'est pas faite pour nous rendre meilleurs. Nous ne sommes pas différents des autres humains. Il est certes vrai que nous n'aimons pas nos ennemis, mais seul celui qui serait capable de se surpasser moralement serait en droit de nous le reprocher. L'oppression suscite naturellement en nous une animosité contre nos oppresseurs, et celle-ci ne fait que renforcer l'oppression. Il est impossible de sortir de ce cercle vicieux. Si c'est possible, diront de doux rêveurs, c'est possible. Il suffit de susciter la bonté des hommes. Me faut-il véritablement démontrer qu'il ne s'agit là que d'un bavardage sentimental ? Vouloir améliorer les conditions actuelles par la bonté humaine équivaut purement et simplement à écrire une utopie. J'ai déjà parlé de notre assimilation. Pas un instant je n'ai dit que je la souhaitais. Notre personnalité nationale est historiquement trop célèbre, et sa valeur est encore trop haute malgré toutes les humiliations que nous avons subies pour que sa disparition soit souhaitable. Pourtant, il serait peut-être possible que nous nous dissolvions dans les peuples qui nous entourent, sans laisser de traces si, partout, on nous laissait vivre en paix pour au moins 2 générations. Mais on ne nous laissera pas vivre en paix. Après une courte période de tolérance, l'hostilité qui nous poursuit finit toujours par se réveiller. Notre bien-être semble avoir quelque chose de provoquant tant le monde s'est habitué durant des siècles à nous considérer comme les plus méprisables parmi les plus pauvres. D'ailleurs, que ce soit par ignorance ou par étroitesse d'esprit, on ne remarque pas que notre bien-être nous affaiblit comme juifs et tend à nous faire perdre nos particularismes. Seule l'oppression nous rejette vers nos anciennes origines. Seule la haine environnante fait de nous des étrangers.
Ainsi, que nous le voulions ou non, nous sommes et nous restons un groupe historique reconnaissable à ses caractéristiques homogènes. Nous sommes un peuple et c'est l'ennemi qui nous y contraint malgré nous, ainsi que cela a toujours été le cas dans l'histoire. C'est dans notre détresse que nous assemblons et que soudain nous découvrons notre force. Oui, nous avons la force de créer un État, un véritable État-modèle. Nous disposons de tous les moyens matériels et humains nécessaires à cette tâche. C'est ici que je devrais parler de notre matériel humain, pour reprendre une expression quelque peu brutale, mais il me faut d'abord exposer les grands traits du plan vers lequel tout doit tendre.